Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Cérémonie des remises de certificats à la première promotion d'agents enquêteurs au Kempinski Palace. Gaza Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, fustige Israël et appelle à la fin de l'apartheid à Gaza. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. L'Institut des statistiques de Djibouti a tenu aujourd'hui au Kempinski Palace la 6e réunion statutaire du comité de programme statistique et de méthodologie. À cette occasion, en présence du directeur général de l'INSTAD, le Dr Ibrahim Abdi Hadi, et les experts ont présenté les résultats provisoires des travaux avec une répartition détaillée de la population par arrondissement, préfecture et sous-préfecture. Ces présentations ont permis de faire un bilan des activités en cours et de mettre en avant l'importance des données collectives pour affiner les politiques publiques et améliorer la planification à l'échelle locale et nationale. Les axes de la stratégie nationale du développement de la statistique et de la réforme statistique visent à renforcer la coordination des activités statistiques et à améliorer la production des données en termes de qualité, de quantité et de régularité. Ces initiatives visent à créer un cadre plus cohérent pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques afin de mieux répondre aux besoins des décideurs et des acteurs du développement. D'avoir des données beaucoup plus fiables et aussi de faire des ciblages au niveau des ménages et des plans de sondage qui sont vraiment adaptés. Les objectifs vous sont connus, c'est d'actualiser les données sur la consommation et surtout sur les conditions de vie des ménages en tant que tels. Et aussi pour évaluer les différentes politiques, j'ai eu à les dire, mais également c'est de voir quels sont les progrès qui ont été faits dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Les objectifs, c'est aussi de renforcer les capacités d'analyse du système statistique national et puis faciliter le ciblage économique des catégories de population. Là, je viens également au niveau du MAS qui souvent a besoin de ces données pour voir quelles sont les populations vulnérables, quelles sont les populations qui ont besoin d'aide au niveau des transferts et même le PAM et encore le MAS pour pouvoir faire des distributions alimentaires. Pour plus de détails, nous allons écouter le directeur général de l'INSTAD, le Dr Ibrahim. C'est toujours un grand honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui lors de cette 6e réunion du comité du programme des statistiques et des méthodologies. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers l'excellence statistique et l'innovation méthodologique. Nous sommes à un moment charnière où les données jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Nos travaux ne se limitent pas à la collecte d'informations, mais s'étendent à la création des cadres solides qui garantissent la fiabilité et la pertinence de nos analyses. Au cours de la dernière année, comme vous le savez, nous avons réalisé d'importants progrès, à savoir les RGPH. Les méthodologies que nous avons mises en œuvre lors de notre recensement ont amélioré la qualité des données et mis à jour la base des sondages. Et les programmes de formation que nous avons lancés ont permis de renforcer les compétences de nos équipes. Cela a été essentiel pour répondre aux défis actuels et futurs. Pour l'année à venir, nous devons nous concentrer sur plusieurs points clés. Premièrement, l'amélioration de l'accès aux données. Ça, c'est un point très crucial. Nous allons travailler à rendre les données plus accessibles tout en respectant la confidentialité. Cela encouragera l'innovation et facilitera les recherches approfondies. Deuxième point, l'adoption de nouvelles technologies, l'intégration de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique peut transformer notre approche. Explorons comment ces outils peuvent optimiser nos méthodes. Troisième point, la collaboration renforcée, encourager les partenaires avec d'autres institutions et organisations pour échanger des bonnes pratiques et élargir notre impact. Le partage des connaissances est essentiel pour notre croissance collective. Et enfin, quatrième point, la soutenabilité des méthodes. Veillons à ce que nos méthodologies soient durables et adaptables aux futurs changements. La flexibilité sera la clé de notre succès.
L'INSTAD a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats à la première promotion d'agents enquêteurs formés à la collecte de données. Cette cérémonie tenue en présence du ministre de l'économie, M. Ilyes Moussa Dawale, et du directeur général de l'INSTAD, Dr Ibrahim, ainsi que d'experts internationaux, a été un moment marquant pour les participants. Le programme de formation certifiant comprenait des modules sur la collecte, le traitement, l'analyse des données ainsi que la cartographie. Son objectif est d'assurer la qualité des données à chaque étape, depuis la collecte jusqu'à l'analyse. L'INSTAD a également pris l'initiative d'offrir cette formation aux meilleurs agents enquêteurs ayant déjà contribué aux diverses enquêtes et recensements réalisés. Ces formations visent à renforcer leurs compétences pour garantir une expertise de haut niveau dans le traitement des données statistiques. Le ministre de l'économie, son Excellence, M. Ilyes Moussa Dawale, a pour sa part souligné l'importance des formations certifiantes pour les agents enquêteurs lors de cette cérémonie. On écoute ses propos. Nous avons fait un schéma, il est encore court, il nous reste un long schéma à parcourir pour faire de l'INSTAD et de Djibouti une référence régionale en termes de production des données et faire de Djibouti une société, un pays où toutes les décisions prises au niveau de nos politiques publiques au plus haut niveau soient basées sur des faits, sur des réalités, sur des chiffres et des données de qualité. Définir des politiques publiques suppose mieux connaître d'abord et avant tout ce pourquoi nous sommes en train d'élaborer ces politiques publiques. Pendant très longtemps, nous avons eu des données, des références produites par d'autres entités, souvent par des partenaires de l'extérieur. Et je pense que le moment était venu de corriger cette anomalie. Nous avons, comme vous le savez tous, en tant que comité national de méthodologie, cette ambition de transformer le système national de la statistique. Les premières réformes commencent à produire les effets, mais je suis sûr qu'on peut mieux faire. Et on doit mieux faire. On n'a pas d'autre choix que de réussir la transformation de cette institution qui, pour ma part, reste une institution clé dans le développement et la transformation de Djibouti parce que c'est la base même donc, de toutes les décisions que nous sommes censés prendre pour le devenir de notre pays et de notre peuple. On a formé un peu plus d'une vingtaine de jeunes ingénieurs dont je retrouve quelques têtes ici autour de la table. Je leur dis, nous sommes très satisfaits de votre engagement, de votre mise à l'épreuve directement après votre retour sur la grosse opération de recensement. Ces ingénieurs ont été également précédés par des plus anciens, ingénieurs ou cadres intermédiaires, subalternes, qui ont, autant que faire se peut, donné également le maximum d'eux-mêmes au niveau des statistiques. Donc vous avez été l'élément clé dans ces grandes opérations de recensement général. Aujourd'hui, solennellement, j'exprime notre satisfaction.
En marge des travaux de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale djiboutien, M. Mahmoud Ali Youssouf, a eu avant-hier à New York, un entretien fructueux avec Molly Fee, assistante secrétaire du Bureau des Affaires africaines du département de l'État américain. Cet échange a permis d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la Corne de l'Afrique et les relations bilatérales entre Djibouti et les États-Unis. Les discussions ont souligné l'importance d'une coopération accrue pour assurer la stabilité régionale et faire face aux défis sécuritaires. Le ministre djiboutien a saisi cette opportunité pour appeler les États-Unis à redoubler d'efforts en vue de soutenir les initiatives de Djibouti visant à promouvoir un développement économique et social durable. Il a exprimé le besoin d'un partenariat renforcé pour répondre aux menaces régionales qui pèsent sur la sécurité et la prospérité. Cet entretien marque une étape nouvelle dans le renforcement des relations entre Djibouti et les États-Unis, deux pays engagés à promouvoir la sécurité, la paix et le développement en Afrique de l'Est. Autre actualité de ce journal, le ministère du Travail, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé ce matin une cérémonie de lancement du programme de formation en anglais et qui s'inscrit dans le cadre du projet Skills. Cette cérémonie de lancement s'est déroulée à la salle de l'amphithéâtre de l'ANEFIB. La cérémonie a regroupé sur place le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur général de l'ANEFIB, M. Mahmoud Omar Guelleh, le directeur général de l'INAP, M. Chelmark Idriss, le secrétaire exécutif de la réforme de l'administration et d'autres responsables. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des compétences linguistiques des professionnels de divers secteurs, répondant ainsi à la demande croissante de l'utilisation de l'anglais dans le cadre des échanges. Cette formation vise à doter également les jeunes participants des outils nécessaires pour améliorer leur maîtrise de l'anglais, que ce soit dans le domaine de la communication. Cette initiative organisée par l'ANEFIB s'inscrit dans un effort plus large pour soutenir le développement des compétences personnelles à travers des formations de qualité adaptées aux besoins du marché du travail. Les jeunes participants bénéficieront d'un encadrement d'experts et de support pédagogique moderne pour leur permettre d'atteindre un haut niveau de maîtrise de l'anglais avec un accent particulier sur la communication orale et écrite. Cette cérémonie a débuté avec un mot d'ouverture prononcé par le directeur général de l'INAP suivi d'une présentation détaillée des objectifs de cette formation. On écoute ensuite les propos du directeur général de l'ANEFIB. Voici les détails de M. Mahmoud. Aujourd'hui, c'est la journée de lancement du programme de formation de l'anglais pour les demandeurs d'emploi. Comme ça a été dit par le directeur général d'Oxford, le marché du travail demande toujours des personnes qui parlent l'anglais. D'où notre objectif cette journée de former 3 cohortes en anglais. Ces 3 cohortes sont des cohortes qui répondent aux demandes du marché du travail. Il y aura une cohorte qui sera formée sur l'hospitalité, c'est-à-dire l'hôtellerie. Il y a une cohorte qui sera formée sur le secrétariat, en administration, en anglais. Une cohorte qui sera formée en commerce international et en commerce. Plus de 200 jeunes ont candidaté pour qu'ils puissent participer à cette formation. Ont été retenus 60 personnes. C'est un test d'abord. Le besoin est beaucoup plus grand et nous pensons que dans le jour à venir ou dans le mois à venir, une fois que cette première cohorte sera finie, nous continuerons cet objectif d'atteindre plus de 2000 personnes formées en anglais. Le marché du travail, c'est un marché qui attend des gens qui parlent en anglais. Cette formation qui va se dérouler en 4 jours et qui se fera 8 heures par jour ne doit pas être faite que sur ces 8 heures. Je vous demande, chers demandeurs d'emploi qui ont été sélectionnés, de continuer toujours à se former. Et donc, je vous félicite de votre courage d'avoir réussi l'évaluation du premier test B1 qui a été fait par Oxford pour voir votre niveau. Donc toutes les personnes présentes ici, demandeurs d'emploi qui vont participer à cette formation, à un niveau B1. Et dans 3 mois, vous aurez un autre certificat qui prouvera que vous avez maîtrisé la spécialité, que vous êtes formé en anglais.
Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. Voici ensuite le secrétaire général du ministère du Travail qui a souligné l'importance de cette formation. Demandeurs d'emploi issus d'une sélection à l'ANEFIP dans le domaine des métiers de l'hôtellerie, l'hospitalité, le secrétariat et les affaires. Cette formation d'une durée de 3 mois a été mise en place par l'ANEFIP dans le cadre du projet Skill pour l'emploi des jeunes financé par la Banque mondiale. Elle sera délivrée par l'opérateur Oxford. Le renforcement des compétences linguistiques sont des instruments essentiels à l'insertion professionnelle et les initiatives sont à considérer d'urgence dans le programme de formation en intégrant l'anglais comme priorité. L'ANEFIP, dans son activité d'animation du marché du travail, met en œuvre des programmes pour l'amélioration du niveau en anglais pour répondre aux besoins du marché du travail. Beaucoup de métiers exigent la maîtrise de l'anglais. Une pratique insuffisante de l'anglais constitue une barrière au recrutement. Ce programme vise à doter les jeunes sans emploi de connaissances en anglais qui offrent un atout majeur pour l'insertion professionnelle. Au nom de Monsieur le ministre du Travail, je déclare ouverte cette formation en anglais. J'exhorte les stagiaires à être assidus et suivre avec sérieux cette formation capitale pour leur insertion. Santé à présent, à l'occasion d'Octobre Rose, le ministère de la Santé, par le biais du CHU de Djibouti, a organisé une journée porte ouverte et d'échange sur le cancer pour le grand public au sein du centre de reproduction de Husseina. Comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose est dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins, inscrite à la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus. Cette campagne de sensibilisation est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina. Cette journée porte ouverte a vu la participation du directeur général technique, Dr Ahmed Boutak, Dr Ahmed Awale, coordinateur de programme de lutte contre le cancer, et Dr Romane Omar Hussein, médecin spécialiste en anatomologie. Notons que durant cette campagne de sensibilisation qui se déroulera du 16 septembre au 16 octobre 2024, le ministère de la Santé va déployer une pléthore d'activités dans des journées portes ouvertes ou encore une campagne de dépistage à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur autour de la prévention des cancers génitaux féminins. Toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. Voici quelques réactions des participants qui ont souligné l'importance du dépistage précoce des cancers qui donne des meilleures chances de guérison. Le CHU de Djibouti est en train de promouvoir les soins de santé en général et la prise en charge des cancers de la femme qui constitue une priorité nationale ici. Et donc c'est pourquoi on est ici aujourd'hui à Husseina pour lancer déjà ces journées portes ouvertes pour le Centre national de référence en santé de la reproduction à Husseina, pour se préparer aussi à Octobre Rose qui en fait va promouvoir donc toute la prise en charge des cancers de la femme. Il faut dire que le cancer de la femme les plus fréquents, c'est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et la stratégie donc de lutte contre ce cancer se base sur deux axes principaux, c'est la prévention et c'est le dépistage précoce. Donc c'est pourquoi on est aussi à côté des associations qui vont nous aider à sensibiliser les femmes pour les faire venir, pour apprendre déjà à s'autopalper, parce que l'autopalpation des seins est un élément essentiel pour les femmes de dépister des nodules de sein à un âge assez précoce.
et de faire des examens du col de l'utérus au niveau du Centre national de Hussein. Donc il faut souligner une chose, que c'est que la prévention et le dépistage précoce qui sont garants d'une prise en charge et d'éviter la mortalité des femmes à cause de ces cancers. Hier, mardi 24 septembre, une formation de 3 jours sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire a débuté au Conseil régional d'Arta. Cet événement réunit des acteurs majeurs des organisations de la société civile et des structures de gouvernance locale. Parmi les personnalités présentes, M. Chamark Hassan Alal, président du comité de pilotage, M. Elmi Bouh, président du Conseil régional d'Arta, Monsieur Flavien Sassé, assistant technique international de l'AMF. Cette formation a été organisée dans le cadre du projet par l'Association internationale des maires francophones et financée par l'Union européenne. Le but de l'activité est de faire connaître aux participants les notions des bases de l'approche du développement conduit par la communauté. Il est en effet important que les différents représentants de la société civile et agents territoriaux puissent avoir le processus de développement conduit par les communautés, afin qu'il y ait une transparence sur les procédures de passation de marché et une compréhension des démarches adoptées. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'Agence nationale, de l'Agence djiboutienne du développement social, l'ADDS, au vu de son expérience avérée dans l'approche du développement conduit par les communautés à Djibouti. À l'occasion de l'ouverture de la formation sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire. Durant 3 jours, nous serons ensemble pour cette formation, en réfléchissant et en échangeant sur les voies les plus prometteuses permettant à la formation de servir efficacement le développement communautaire. On écoute à présent l'assistant technique et l'expert de l'AMF, M. Flavien Sassé. L'approche que nous allons explorer ensemble au cours de cette formation repose sur une idée simple mais puissante. Les communautés elles-mêmes sont les mieux placées pour identifier leurs besoins, proposer des solutions et piloter les initiatives qui les concernent. Il s'agit de passer d'une vision descendante du développement à un modèle participatif et inclusif où chaque membre de la communauté devient un acteur du changement. Cette méthode n'est pas uniquement une réponse aux besoins pratiques de développement local, elle est aussi une manière de renforcer la cohésion sociale, de consolider la démocratie locale et d'assurer que le développement soit véritablement au service des populations, surtout les plus vulnérables. En tant que responsable des associations et des collectivités locales, vous avez un rôle clé à jouer dans ce processus. Vous serez les artisans de cette approche, capables de catalyser les ressources, de mobiliser les énergies locales et de guider vos communautés. Voici ensuite M. Chamark Hassan Alal, président du conseil régional d'Ali Sabi. Cette formation s'inscrit dans un contexte où les défis du développement local exigent de nouvelles stratégies. Plus que jamais, il est essentiel que les communautés elles-mêmes jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des projets qui les concernent. C'est ce que propose l'approche de développement conduite par la communauté, un développement inclusif qui place les citoyens au cœur du processus décisionnel, favorise la participation active et renforce le sentiment d'appartenance à un destin commun. Cette approche, en plus d'être pragmatique, est une véritable opportunité pour les collectivités locales et les associations de s'adapter aux réalités locales, tout en restant attentifs aux aspirations des populations. Elle encourage la construction, le dialogue et la coopération sont les maîtres mots. En tant que cadre de collectivité locale et acteur des associations, vous avez une responsabilité majeure. Ensuite, au fait divers de ce journal, la brigade des quartiers 3, 4 et 5, en collaboration avec le LANA, a mené une vaste opération judiciaire
dans la journée du 22 septembre 2024, aboutissant à l'interpellation de 2 individus suspectés d'activités illégales liées à la vente de produits alimentaires non conformes. L'enquête a également mis en lumière l'utilisation d'ingrédients de qualité douteuse et la fabrication de produits alimentaires dans des environnements gravement insalubres. Ces produits principalement consommés par des enfants et vendus dans des restaurants exposaient la population à des risques d'intoxication alimentaire. Les analyses effectuées par le LANA sur les produits alimentaires saisis ont confirmé qu'il était impropre à la consommation. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été déférées devant la justice pour mise en danger aggravée de la vie d'autrui. Encore une fois, il est demandé à la population de signaler ce genre d'activité aux autorités compétentes pour préserver la santé du citoyen. Toujours dans les faits divers, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police de la région d'Ali Sabieh et l'armée de la BIAS ont intercepté à la frontière de Guélilé une importante quantité de marchandises de khat de contrebande en provenance de l'Éthiopie. En total, 2100 kg de khat ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises de contrebande. Ces interceptions de produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place, en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, M. Mohamed Moumin Hassan. Sachant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays, il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. À cet effet, les citoyens doivent collaborer avec les forces de la brigade de douane et les éléments de la force de la police nationale en dénonçant les pistes empruntées par les trafiquants sans scrupules et leur cachette de produits illégaux. Dans le monde à présent, l'Organisation mondiale de la santé a signalé près de 30 000 cas suspects de variole en Afrique depuis le début de l'année. La plupart d'entre eux ont été découverts en République démocratique du Congo où les tests sont épuisés. Le rapport de l'OMS affirme que plus de 800 personnes sont décédées des suites d'un cas suspect de variole sur le continent au cours de cette période. Le Burundi, voisin du Congo en Afrique centrale, a également été touché par une épidémie croissante. Au total, plus de 2000 cas confirmés ont été signalés dans le monde pour le seul mois d'août, soit le nombre le plus élevé depuis 2022 selon l'OMS. Samedi, le Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale a annoncé qu'il accorderait 128,89 millions de dollars à 10 pays africains pour les aider à lutter contre cette épidémie. Dans son dernier discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne doivent pas se replier sur eux-mêmes. Ce message survient alors que le conflit entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menace de transformer en guerre totale et que l'opération sanglante d'Israël contre le Hamas à Gaza approche de son premier anniversaire. Le Pentagone a annoncé l'envoi de renforts au Moyen-Orient, ajoutant un petit nombre de troupes aux quelques 40 000 soldats déjà présents dans la région. Malgré cette escalade, la Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il est encore possible pour Israël et le Hezbollah de désamorcer les tensions. Actuellement, le conflit menace de s'étendre sur plusieurs fronts, ce qui pourrait laisser une empreinte durable sur l'héritage présidentiel de Biden. Mardi, des frappes entre Israël et le Hezbollah ont à nouveau fait des victimes. Le bilan de bombardements israéliens tienne près de 560 morts, tandis que des milliers de personnes fuyaient le sud du Liban. Israël a exhorté les habitants du sud du Liban à évacuer leurs maisons, accusant le Hezbollah d'y stocker des armes. En réponse, le Hezbollah a lancé des roquettes, des missiles et des drones sur le nord d'Israël, suite à des frappes israéliennes qui ont tué un haut commandant et plusieurs combattants. En outre, Biden a abordé l'importance de l'intelligence artificielle, insistant sur la nécessité de mettre en place des garde-fous pour protéger les citoyens des risques potentiels. Il a également souligné l'importance de maintenir les principes fondamentaux tout en gérant de manière responsable la compétition avec la Chine afin d'éviter toute dérive vers un conflit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a profité de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner fermement l'escalade de violence en cours à Gaza. Dans une allocution percutante, mardi, il a comparé le traitement des Palestiniens par Israël à l'apartheid qui a dévasté l'Afrique du Sud pendant des décennies. Ramaphosa n'a pas mâché ses mots. Pour lui, la souffrance actuelle des Palestiniens s'inscrit dans une continuité historique.
La violence qui subit le peuple palestinien est la sinistre continuation de plus d'un demi-siècle d'apartheid perpétré par Israël à l'encontre des Palestiniens. Nous, Sud-Africains, savons à quoi ressemble l'apartheid. Nous avons vécu l'apartheid, nous avons souffert et nous sommes morts sous l'apartheid. Nous ne resterons pas silencieux, nous ne regarderons pas l'apartheid se perpétrer comme d'autres, a-t-il déclaré avec force. Le chef de l'État sud-africain a également appelé à une réponse globale des leaders mondiaux pour mettre fin à ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Il a insisté sur le fait que la seule solution durable repose sur la création d'un État palestinien indépendant, coexistant pacifiquement avec Israël, avec Jérusalem-Est. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.